Lundi Rugby. Lundi Rugby, c'est notre nouvelle émission rugby tous les lundis à 19h sur la chaîne Twitch RMC Sport. Avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde qui démarre le 8 septembre par un magnifique France-Nouvelle-Zélande, évidemment qu'on attend tous. On va revenir aujourd'hui sur l'actualité du 15 de France qui est particulièrement chargée avec à la fois l'annonce de la liste des 33 Bleus qui disputeront la compétition. On fera évidemment le débrief de France-Fidji, même s'il sera peut-être un petit peu plus rapide ce débrief parce qu'il est beaucoup lié évidemment à la liste des Bleus. On parlera d'arbitrage parce que vous avez vu les récentes polémiques, que ce soit au niveau international avec notamment Owen Farrell, Billy Vunipola, mais également en top 14 où on a pu être un petit peu surpris. Et puis évidemment, comme d'habitude, à la fin de chaque émission, eh bien, on vous fera gagner 200 € de Box Sport avec un petit jeu. On est aujourd'hui avec deux invités. Alors un que vous commencez à connaître évidemment, c'est Cyril Blanchard, talonneur du RC Vannes en Pro D2. Tout va bien Cyril depuis la semaine dernière? Bah écoute, encore mieux, ouais. On a bien débuté le championnat, donc non, écoute, c'est parfait. C'est vrai qu'on t'a vu écraser le pauvre Hugo Bouissou récemment pour marquer un essai. Et on est en compagnie d'un petit nouveau. J'espère que le son sera un petit peu meilleur du côté de Joachim Beaumont. Joachim Beaumont, donc le petit nouveau qui remplace Laura Di Muzio, joueur capitaine de Hier Carqueiranne, club de national, c'est-à-dire la 3e division. Joe, comment tu vas? Comme ça va me permettre de retester le son. Bah écoute, très bien aussi. Ah, magnifique. Aussi, on n'a pas encore... Le championnat débute le week-end prochain, donc impatient de débuter. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ton parcours rugby pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le rugby? Le son est mieux, on me dit parfait. Et donc moi j'ai commencé le rugby au RCV, au Rugby Club Valenciennes. Vous avez tous les deux joué d'ailleurs. Absolument. Suite à ça, j'ai joué à Arras un peu plus tard avec Cyril du coup aussi. Une fois le bac en poche, je suis parti au centre de formation de Montpellier. Ok. Je suis revenu ensuite à Lille, dans le club du LMR. Qui a déposé le bilan malheureusement. Je suis parti à Strasbourg. Normal, avec le saladier que tu connais, c'est normal que le club ait déposé le bilan, quoi, sans déconner. C'est pas le seul club en plus, hein. Y a pas mal de clubs qui ont fait faillite malheureusement quand t'es passé. Strasbourg aussi, Strasbourg aussi, ouais, donc là c'est ma 6e année à hier et j'espère que ma malédiction va pas tomber sur le club cette fois-ci. Bon, j'ai un son un petit peu dégueu, je suis désolé, je pensais avoir réglé ça. Je vais essayer de régler, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident en live malheureusement. Donc vous avez joué ensemble à Arras, c'est ça? C'est ça, ouais. Les Valenciennes. Ensemble au collège. Et quelles étaient les relations entre les deux rugbymen qui sont face à nous? Vous étiez bons camarades ou vous chicaniez? Ça se branchait quand même pas mal. Le match était tout bon. Ouf. Je te rappelle la fois où t'as pleuré parce que ça s'avait crié dessus. Putain, j'ai un écho affreux. J'ai un écho affreux. J'ai aussi en tête des belles révisions de bac à Arras. Putain, je suis désolé, mais j'ai un son absolument affreux. J'essaie de régler ça, mais là c'est une petite galère. Ouais, c'est horrible le son, je sais bien. Attends, je vais voir. Je vais appeler à la rescousse un camarade technicien pour commencer. Je suis désolé. Attendez, hop. J'arrive, mais je sais qui appelle. Pour qu'on fasse une émission quand même sympa, parce que là il y a un écho très bizarre. Donc j'arrive. Libérez son micro là, sinon c'est affreux. On n'a pas pu faire les tests malheureusement parce qu'on avait juste avant du MMA. Mais là, c'est un petit peu relou même pour le replay. Salut Big Deal, comment tu vas? Alors attendez, j'essaie de... Est-ce que j'ai fait avec des filaires peut-être? Quoi? Ouais, essaye peut-être de changer parce que là, on a en fait... on entend vraiment... Ça fait un écho très bizarre. On a le temps, on est sur Twitch. C'est pas grave. Ah Joe? Le son est très bizarre. Allô? C'est mieux ou pas, les gars, dans le chat? Putain, je transpire, je déteste les bugs techniques. Moi, j'ai l'impression... Allô? Est-ce que tu m'entends, Joe? Oui, je t'entends.
Mais alors, t'as disparu, malheureusement. Ah non, c'est bon, j'ai l'impression que ça va mieux, non? Joe était allé là. J'ai l'impression que ça va mieux, ce serait réglé. Cyril, tu m'entends? Ouais, parfait. Eh ben voilà, le son est bon. Attendez! Je dois vous faire un aveu. J'adore parler rugby. Je déteste les bugs de son. C'est mon stress. Je suis pas technicien. C'est bon, on va pouvoir recommencer. Écoutez, je vais même peut-être refaire un petit lancement pour le replay. C'est plus fort, c'est mieux, on entend bien. Ah, il y a même ma femme. Tout le monde me dit que tout va bien. Je déteste les problèmes techniques. Bon, on redémarre. Alors c'est pas grave, c'est du live. Simplement, bienvenue sur Lundi Rugby, notre nouveau rendez-vous rugby tous les lundis à 19h, avant, pendant et après la Coupe du Monde. On est en compagnie de Cyril Blanchard, talonneur du RC Vannes, et Joachim Beaumont, joueur du RCH CC. Alors simplement, on va refaire ce petit débat sur les maillots, parce que moi j'avais entendu les vocaux, je vais même peut-être vous les mettre, je vais faire ça. Je vais vous mettre les vocaux qui ont été envoyés pour préparer l'émission. Alors là, c'est encore un test son. Absolument. Alors, faut pas que je me trompe, malheureusement, de vocal. J'écoute, moi. T'es sérieux là? Tu vas pas me mettre un maillot de foot sans déconner hein. Alors je vais vous remettre ça. Ce sont les bons. Écoutez-moi ça. Oh Beaumont, t'es sérieux là? Tu vas pas me mettre un maillot de foot sans déconner hein. Ok. Réponse de Joachim. Un petit maillot moulant Zara comme t'as mis sur la première émission, ça c'est sûr. Alors, je peux mettre le suivant ou pas? Allez, on va le mettre le suivant. Je les mettais à l'époque pour sortir à la réserve. Bon, boîte de nuit. Muscu quand même. Donc en tout cas c'est bien, vous êtes mis pas vraiment sur votre 31. Cyril, vu qu'il a marqué un essai avec Vannes pour l'emporter face à Nevers, il a sorti la petite chemise et il manque la chaîne en or qui brille. Ah, très très belle, merci. Non, il n'y a pas de ça viendra avec toutes les primes que tu prends, à mon avis tu pourras bientôt te le permettre. Et Joachim, Je suis bénévole, moi. Je suis bénévole. On va dire ça. Bon, on est parti évidemment, je vous rappelle le sommaire. On va revenir sur la liste des 33 bleus qui disputeront la Coupe du Monde. On fera un débrief rapide de France-Fidji. On reverra un peu l'arbitrage, mais pas tes gros doigts, Joachim, s'il te plaît. Et on fera un petit jeu en fin d'émission pour vous faire gagner 200 € de Box Sport. Les gars, pour commencer, alors évidemment, j'imagine que vous avez suivi, mais avant ça, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va Cyril, les chevilles un peu, parce que j'ai vu un visuel là du RC Vannes depuis que monsieur est sur RMC Sport. On met l'énorme tête de Cyril Blanchard et ça y est, c'est quoi? Elle prend beaucoup de place. Hein. Elle prend. Dieu sait qu'elle est grosse. Il y a une tête plus grosse que moi dans l'équipe. Philippe Caille. Ah, ça devient un concours. En tout cas, c'est vrai que vous êtes de beaux bestiaux. Non, plus sérieusement, on va revenir sur la liste du 15 de France. Fabien Galtier qui a annoncé les 33 joueurs qui feront donc cette Coupe du Monde. Cyril, au niveau de la première ligne, on va commencer par là. On a donc à gauche Cyril Bay qui est blessé pour 5 semaines, qui devrait être là de retour pour le match face à l'Italie. On a Reda Wardi, on a Jean-Baptiste Gros. Au talon, on a Julien Marchand, Pierre Bourgarit, Peato Movoka. Et à droite, on a donc Winnie Antonio, Aldeguerri, et on a également, j'oublie qui, à droite, c'est bon pour le son, merci, c'est réglé. Et il manque un garde droitier, c'est Sipili Falatea. On a été pas trop mal, c'était les premières lignes qu'on avait sélectionnées nous-mêmes, donc je t'imagine globalement satisfait. On n'entend rien, ça fait que couper là, Flo. Moi j'ai entendu. Moi. Ah, alors on a perdu Cyril. Tu peux répéter, Ouais, t'es satisfait donc de la première ligne? Là, t'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, non, c'est parfait. C'est la première ligne qu'on avait mis ensemble la semaine dernière, donc pour moi, c'est nickel. Hein. Joe, t'aurais voulu voir d'autres joueurs ou finalement c'est extrêmement logique comme sélection, cette première ligne? Bah non, franchement, je trouve que c'est assez logique par rapport à la saison des différents joueurs et de ce qu'ils ont fait avec l'équipe de France. Pas de surprise classique. Ok. Et Cyril Bay, c'est pas gênant qu'après, donc il aura 5 semaines d'absence. C'est pas gênant parce que de toute façon, il va juste rater en fait la Nouvelle-Zélande comme match important, mais on devrait le retrouver un petit peu plus tard pour l'Italie et donc potentiellement les phases finales. Non, mais comme on en parlait la semaine dernière, voilà, c'est un des meilleurs pieds gauche au monde, donc
Je pense qu'on peut pas se passer de lui et que faut vraiment le prendre, lui laisser le temps de se soigner et puis le récupérer pour la fin des matchs de poule. Et en deuxième ligne, ce sont les 4 joueurs, on va dire, qu'on avait également sélectionnés. Thibaut Flamand, Cameron Woki, Paul Willemse, Romain Taofifénois. Cyril nous avait déjà fait cette sélection, on était tout à fait d'accord la semaine dernière. Joe, pareil, est-ce que tu serais parti sur ces 4-là ou bien tu aurais voulu peut-être en prendre un 5e, par exemple un Bastien Chinlureau, un Florian Verhaeghe, sachant qu'on a avec Cameron Woki et avec Thibaut Flamand des joueurs capables de jouer en 3e ligne? Non, je suis pas surpris non plus par la sélection. C'est les joueurs classiques et qui ont fait leur preuve aussi avec l'équipe de France là, sur les derniers matchs. Quoi. Ok, on va faire de toute façon notre équipe type en tout cas pour le match face à la Nouvelle-Zélande. N'hésitez pas évidemment à balancer vos questions. Je vais lire tout ça. Il y aura une question importante. Déjà, je suis obligé de vous poser cette question dès maintenant. Il y a Karazai qui vous demande votre club de cœur parce que la semaine dernière, en fait, Cyril ne disait que du bien des Toulousains et il voulait en gros que ce soit la compo type, que ce soit le 15 du Stade Toulousain. Joachim, toi, ton cœur, en dehors évidemment d'Ir Karkeran, où tu évolues, ton cœur va plutôt où? De quel côté? Franchement, pour ce que font dernièrement, depuis plusieurs années les Toulousains, je dirais que la majorité des joueurs que j'aime voir jouer, c'est ceux du Stade Toulousain. D'accord. Bon, écoute, on va pas être très original dans ce cas-là. En 3e ligne, on a Anthony Gelon, Sékou Makalou, Greg Aldrit, Charles Olivon, Paul Boudéan et François Cros. Déjà, Joachim, donc toi, tu es 3e ligne, donc c'est vraiment ton poste. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du rôle du 3e ligne pour ceux qui découvrent le rugby, les différents styles qu'on a, et s'il y avait un joueur vraiment dans cette 3e ligne qui te plaît particulièrement, s'il y en a un que tu pouvais sortir un petit peu du lot? Mais 3e ligne, c'est un poste qui est assez complet, dans le sens où on nous demande offensivement d'être au soutien des 3 quarts et défensivement de beaucoup défendre, ce qui implique donc de beaucoup courir. Donc c'est un poste qui est assez complet, mais qui est super cool aussi parce qu'on a une certaine liberté dans le jeu, quoi. Et après, par rapport à Boudéan, justement, je dirais que c'est la surprise du coup de la sélection, mais c'est la bonne surprise. Franchement, pour l'avoir vu jouer avec La Rochelle, il a fait une saison de malade. Physiquement, c'est le prototype de l'athlète. Il fait plus d'1m90, il fait 110 kg. Il court beaucoup, c'est un gros coureur, il porte le ballon, il plaque, franchement il est très complet et je trouve que c'est super de l'avoir pour la Coupe du Monde, quoi, et d'avoir eu l'occasion de le tester, parce que je crois qu'il est qu'à 2 sélections, donc c'est qu'il a réussi à convaincre très rapidement et en peu de temps pour une Coupe du Monde, quoi, alors qu'il avait pas été pris pour la Coupe du Monde avec les moins de 20 en 2019 et là il va participer avec les grands, donc non, c'est la bonne surprise et en plus une surprise qui est méritée par rapport à la saison qu'il a faite. Alors vous avez un profil évidemment différent, mais vous avez quand même un point commun assez important, c'est que si je dis pas de bêtises, toi tu as été formé centre et on voit qu'avec Boudéan, un peu comme Sékou Makalou, il y a vraiment la polyvalence qui est au cœur du projet. Qu'est-ce qui fait qu'on peut jouer à la fois centre et à la fois 3e ligne? C'est des choses assez rares. On a Yato du côté de Clermont qui l'a fait à 2. C'est quoi les qualités un petit peu communes entre les deux postes? Mais alors, il faut être forcément plus technique quand on est centre, mais il y a quand même quelques similitudes sur le fait qu'on ait beaucoup de tâches défensives à faire sur le match. On porte beaucoup de ballons aussi et on a quand même une certaine liberté. C'est pas comme des postes 9, 10 où il faut diriger le jeu et compagnie. Là, c'est des postes un peu plus libres où on a un peu plus de liberté d'action, quoi.
Et justement, dans cette polyvalence, Cyril, toi qui es talonneur, tu as dû bien aimer voir Peato Movaca jouer en 8. On en parle également évidemment de Mathieu Bastaro, hein, qui était aussi un centre. Alors parfois, il y en a qui le qualifiaient de pilier parce qu'il avait un physique extrêmement important. Mais non, il a terminé un peu sa carrière en troisième ligne. Cyril, toi qui es talonneur, tu as vu Peato Movaca jouer en 8. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de jouer 8, quel que soit le niveau? En catégorie jeune. Non, mais tu remarques. En moins de 10 ans. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de talonneurs actuels qui ont joué souvent numéro 8 voilà, dans les catégories jeunes. Et non, on voit que Peato Movaca, il a formidablement suppléé Aldrit sur le match contre les Fidji. Et voilà, bah, après, c'est pas le même profil de talonneur que moi, mais non, il est très à l'aise techniquement. Sois pas si modeste. Hein, Sois pas si modeste. totalement à l'ancienne, bon, on va dire. Alors c'est quoi justement, parce que c'est intéressant, tout le monde n'est pas forcément familier, c'est quoi un talonneur à l'ancienne pour toi, Cyril? Bon en mêlée, bon en touche, gratteur? Ouais, voilà, principalement concentré sur la conquête et voilà, sur la phase de combat, autour des rucks, faire des bons cleans, des bons portées de balles et plaquer un peu comme un numéro 6, quoi. Donc on va dire que le profil en équipe de France qui se rapproche le plus du tien, tu te rapprocherais peut-être davantage d'un Julien Marchand, par exemple, au niveau du style, hein, c'est Ouais, un des meilleurs talents au monde. Ah non, j'ai pas les steps de Movaca, tu vois. J'imagine. Non, mais ça va, t'as fait un bon match face à Nevers. J'ai vu que t'avais une étoile dans le middle, donc c'est déjà pas mal. Simplement, donc il n'y a pas eu trop de débats, j'ai l'impression. On a un pack, on parlera du pack susceptible de commencer face à la Nouvelle-Zélande. Est-ce que dans ce pack, vous auriez changé quelque chose, Cyril? C'est plutôt, je crois que c'est en fait tous les avants qu'on avait sélectionnés de notre côté la semaine dernière. De mémoire, oui, hein, il me semble on a fait un sans faute. Donc tu n'aurais absolument rien changé. Est-ce que toi, Joe, de ton côté, tu aurais aimé voir quelqu'un d'autre ou c'est parfait? Alors je suis un peu déçu pour Gaëton, mais je pense que Devant, je parlais des avants. Je parlais des avants. Devant. Écoute, rien, Pour celui-là. devant, franchement, je suis un peu déçu pour Cretin, on va dire, Ouais. par rapport à ce qu'il a fait précédemment avec l'équipe de France. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu la troisième ligne qui a été sélectionnée, le seul peut-être avec qui ça a dû se jouer, c'est Macalou, sauf que Macalou, il a quand même l'avantage comme il l'a fait contre l'Afrique du Sud, de pouvoir jouer ailier, quoi, de dépanner pendant presque 60 minutes à l'aile. Donc je pense qu'il a la polyvalence lui a permis de se démarquer un peu de Cretin qui est un peu en dessous quand même du niveau des autres, quoi. Même si lui, il avait quand même l'avantage par rapport aux autres troisième lignes d'être un spécialiste de la touche. Alors après, Macalou aussi est excellent en touche, donc alors je suis pas sûr que ce soit il annonce en touche, tu vois. Cretin, c'est plus tu peux expliquer un peu justement les différents rôles en touche, parce que évidemment la Coupe du Monde de rugby va amener un nouveau public. Par exemple, j'ai vu TF1 qui qualifie Antoine Dupont de Kylian Mbappé du rugby français. C'est ce côté aussi grand public qui est important. C'est quoi, toi qui t'es capitaine de touche justement, je crois, à Hier Karkeran, peut-être en tout cas tu l'étais l'an dernier. C'est quoi un capitaine de touche, ça veut dire quoi? Alors, le capitaine de touche, ce ne sera pas forcément le meilleur sauteur de l'alignement, mais en tout cas, c'est celui qui saura au mieux adapter les combinaisons pour l'équipe et pour avoir le ballon pendant le match, et retenir un maximum de combinaisons aussi. Donc, c'est ce que je disais. En fait, Macalou, c'est un excellent sauteur. Voilà. Après, je ne suis pas sûr que pendant un match, ce soit lui qui prenne le lead sur l'annonce des touches, à quel endroit du terrain, quelle touche faire et compagnie, alors que Cretin, avec le loup, il le faisait, quoi. Ok, très bien. Merci, parce que c'est vrai qu'on a aussi, on est un public un peu généraliste, donc c'est pas toujours évident. Capitaine de touche en équipe de France, Cyril? Ce serait qui? Charles Olivon, le talon? Charles Olivon? Non. Olivon, ou je pense que le Flamand, il peut prendre le relais aussi.
Okay. Donc on parlait justement un peu des débats, et le premier débat pour moi, on va faire poste par poste, c'est au poste de demi-mêlée. Donc on a Antoine Dupont évidemment, Maxime Lucu, il n'y avait pas de doute non plus, et tu as gagné Cyril. Moi j'étais plutôt team Baptiste Serin, mais c'est un autre Baptiste qui l'a emporté, avec Baptiste Couillou, auteur d'une très belle saison et aussi d'une bonne préparation, j'ai envie de dire, lors des matchs préparatoires à la Coupe du Monde. Pas de surprise, c'est lui que tu voulais voir, Cyril, également dans le groupe? Exactement, on en a déjà parlé la semaine dernière, et non, c'est une satisfaction. Toi, qu'est-ce que t'en penses, mon Jojo? Qu'est-ce que t'en penses? Toi qui connais un peu, alors tu joues à Yerkarkéran, c'est à côté de Toulon, donc on va dire que tu côtoies peut-être Baptiste Serin. Lequel t'aurais voulu voir en demi-mêlée, en troisième demi-mêlée? Franchement, sur la saison, comme vous l'avez dit, Couillou, il fait une grosse saison, mais Serin, clairement, il a changé complètement le jeu de Toulon cette année. Il les a vraiment portés, quoi. Il y avait un Toulon avec Serin et un Toulon sans Serin, donc sur la saison, c'est un peu difficile de juger qui mérite le plus, mais bon, c'est sûr que Couillou, il bénéficie du fait d'avoir un peu plus joué que Serin en équipe de France, et d'avoir été en plus d'avoir répondu présent quand il fallait. Donc je pense que le choix s'est fait sur le nombre de matchs qu'ont fait les joueurs avec l'équipe de France, quoi. Non, mais c'est sûr que quand on voit la saison de Baptiste Serin, qui a vraiment, alors il a peu eu sa chance avec l'équipe de France, mais avec Toulon, moi j'ai trouvé qu'il fait une saison énorme, et c'est un joueur que je préfère légèrement à Baptiste Couillou. Je trouve que c'est un meilleur demi-mêlée au sens dans l'animation, dans l'éjection du ballon, la fluidité, alors que Couillou, je trouve qu'il est très très bon, mais il marque beaucoup d'essais, il est au soutien, mais moi j'ai une petite préférence pour Baptiste Serin. Mais c'est vrai que Couillou a en tout cas absolument rien volé. On a des déclarations de Fabien Galtier qui explique justement tous ses choix, mais c'est vrai que Couillou, il explique simplement que Couillou s'est un petit peu imposé comme un indispensable. Autre choix assez compliqué, qui est pour moi, on va dire peut-être mon petit regret, mais qu'on peut comprendre, c'est Arthur Vincent qui est sélectionné à la place d'Emilien Gaiton. Emilien Gaiton, qui est la révélation de la dernière saison de Top 14, il a fini meilleur marqueur, et il avait, on va dire, dû faire une croix sur la Coupe du Monde U20 pour préparer, qui ont été champions du monde, les Bleus ont été champions du monde, pour préparer cette Coupe du Monde. Cyril, on avait mis Emilien Gaiton, est-ce que tu comprends ce choix de prendre Arthur Vincent ou pas? Non, sincèrement, je comprends pas. Ouais, Galtier, pour moi, il a mis son fiston, carrément. On peut dire ça. Non, mais voilà, Arthur Vincent, il sort de 2 saisons blanches, alors que Gaëton, il vient de nous sortir une saison exceptionnelle en finissant meilleur marqueur d'essai du top 14. Et je trouve qu'il avait été plutôt vraiment intéressant sur son match de préparation. Donc une grosse déception pour lui, c'est pas mérité. Tu l'expliques comment? Est-ce que ça peut être parce que Emilien Gaiton, il joue à Pau, donc il a jamais joué par exemple de gros matchs de Coupe d'Europe, il a jamais joué de phase finale, ce serait ça ton explication, ou simplement il y a une relation quasi filiale, tu le disais, entre les deux? Arthur Vincent lui a toujours fait confiance alors que il est blessé depuis 2 ans. Je pense que c'est plutôt ça. Galtier s'est mis ça fait 4 ans qu'il prépare la Coupe du Monde avec un certain nombre de joueurs. Arthur Vincent faisait partie de ce début d'aventure, et je pense qu'il a voulu je pense que c'est peut-être aussi un pari pour lui, mais au vu des 2 dernières saisons, Gaëton, il aurait vraiment mérité d'être dans le groupe des 33, quoi. Joe, c'est aussi ta déception de ne pas voir Emilien Gaiton? Alors, je suis un peu déçu parce que oui, je trouve que ce qu'il a fait en jouant à Pau, qui était une équipe qui jouait quand même. Vas-y, t'entends? Qui finir meilleur marqueur dans une équipe qui a joué presque le maintien, franchement, c'est beau quand même. Après, c'est comme l'a dit Cyril, je pense que Arthur Vincent, il bénéficie un peu d'une petite carte d'immunité du fait de ce qu'il a fait précédemment avec l'équipe de France.
Et après, il faut aussi quand même avouer qu'il s'est fait deux fois de suite. Il revient une première fois. Ah. Vas-y, j'ai un bien meilleur son de ton côté. Ah, ok. Il revient une première fois des croisés pour jouer la finale du championnat de France avec Montpellier, où il marque un bel essai, il fait un gros match et compagnie, il se reblesse derrière, et il a encore mentalement quand même la force de s'y remettre pour être prêt pour la Coupe du Monde. Donc bon, je trouve que c'est quand même c'est costaud ce qu'il a fait, mais c'est sûr que sur la saison, Gaëton aurait un peu plus mérité. C'est probablement la pire déception de sa carrière, j'imagine, parce qu'il a raté la Coupe du Monde du vin. Est-ce que vous, de votre côté, dans votre carrière, vous avez eu ce genre de moment extrêmement difficile à gérer? Je ne sais pas, une blessure, une sélection que t'attends et qui ne vient pas. Je ne sais pas, Cyril, est-ce que tu as déjà eu ce genre de choses? Ouais, plutôt sur une blessure, saison 2020-2021, là, quand on finit deuxième de la phase régulière, où moi je me désinsère l'ischio en mars, donc ouais, forcément c'est compliqué de vivre des moments comme ça, mais après là c'est différent, c'est sur blessure, c'est pas sur sélection, donc c'est pas forcément comparable. Joachim, est-ce que tu as aussi eu ce genre de moment de passage à vide? Bah, un peu, ça n'a pas changé trop de ce qu'a répondu Cyril. Moi, c'est pareil, c'est suite à une grosse blessure quand je suis arrivé au centre de formation de Montpellier. Donc, je venais tout juste d'y arriver et au bout de 2 mois, je me suis fait les croisés. Donc, bon, ça m'a mis un coup au moral, quoi. Mais bon, après, c'est sûr que c'est pas comparable à une sélection en Coupe du Monde. Après, je m'inquiète pas pour Gaëton. Je pense que dans 4 ans, il pourra largement postuler à une nouvelle sélection. Et en plus, vu son âge, s'il continue comme ça, à enchaîner les saisons comme il l'a fait cette année, il va avoir l'occasion d'en jouer plusieurs de Coupe du Monde. Ok, je règle simplement encore un petit peu le son. Je suis désolé pour le son qui saute un petit peu. Dernier débat, j'ai envie de dire, vous allez me dire s'il y en avait un autre. C'est Melvin Jaminet qui est sélectionné. On avait plutôt mis Dulin de notre côté avec Cyril. Après, je pense que vu le match de Jaminet face aux Fidji et surtout vu la blessure de Romain Ntamak, on voulait absolument avoir un excellent buteur. Cyril, la semaine dernière, on disait plutôt Dulin. Est-ce que tu es déçu ou finalement Jaminet, ça se comprend complètement? Ouais, je suis déçu. Après, voilà, je pense, comme tu l'as dit, Jaminet il a été choisi pour son jeu au pied, sa longueur de jeu au pied, sa régularité. Mais dans le profil de numéro 15, c'est sûr que j'aurais préféré voir un Brice Dulin voilà, qui a ses punchers sur ses relances, voilà, qui pue le rugby, quoi. Joe, de ton côté, plutôt team pull rugby Dulin, relanceur, extrêmement joueur, ou plutôt buteur Jaminet qui vient de, je me demande il vient de la Seine ou d'hier Carcarane ou d'hier d'ailleurs, je sais pas, j'ai un doute. Ouais, il vient de hier. Il a joué à hier en espoir et après ça, il est parti à Perpignan où il a percé après. Tu es content de voir Melvin Jaminet en équipe de France ou tu aurais choisi Dulin ou pas? Bah, c'est un peu la même chose que le débat Gaëton-Vincent, dans le sens où sur la saison, clairement, Dulin, il mérite largement, quoi. Il a joué une finale de championnat de France, une finale de H-Cup, où il a fait les gros matchs en plus. Et alors que Melvin, dans son nouveau club, ça a été un peu plus compliqué. Il n'a pas trop joué, il s'est blessé souvent. Il a fait une mauvaise saison, même Melvin Jaminet avec Toulouse, c'est globalement des mauvais matchs, comparé à ceux qu'on pouvait s'attendre. Mais donc t'aurais pris qui? Mais bon, après... Ouais, c'est pour ça, pour moi, c'est comme Arthur Vincent, il a un peu le totem d'immunité. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, si tu récompenses la saison... Pour moi, sur les performances en temps réel, j'aurais pris Dulin. Mais après, c'est vrai qu'après le match qu'il a fait, que Jaminet a fait là, ce week-end, je pense qu'il a remis un peu tout le monde d'accord parce que c'est vrai que c'est un sacré buteur et même longue distance, donc ça rassure. Après c'était les Fidji en face, hein. C'était pas non plus une nation majeure du rugby mondial, tu vois. Ouais, c'est terrible, mais en fait, tu as un peu l'impression que ce match, c'est un cadeau
pour Melvin Jaminet, parce qu'on s'est mis à prendre toutes les pénalités, alors que dans un match de prépa, tu pouvais dire on va essayer de tenter des petites choses. C'était quasiment... Même à la fin, tu as 14 points d'avance, tu reprends les 3 points, sans déconner, quoi. C'était quoi? C'était quasiment un match, alors j'aime pas l'expression, mais un peu de la com du staff, de dire faisons briller Jaminet pour qu'il n'y ait pas de débat après ce match. Bon, ça, écoute, j'en sais rien, hein. Après, c'est les choix de Galtier, mais ouais, non, déçu pour Brice Dulin, qui va même pas forcément juste sur sa dernière saison, sur les 2 dernières saisons, où il a fait 50 matchs au total, il est double champion d'Europe. Pour moi, il mérite d'être dans les 33, quoi. Donc c'est ok. Donc on va dire que les postes qui vous dérangent un petit peu, c'est Gaëton et Dulin. Alors évidemment, on a de magnifiques joueurs, et avec Jaminet et Arthur Vincent. Même si Arthur Vincent, en fait, ça fait quasiment 2 ans qu'il a plus joué. C'est, on va dire, la prime un petit peu à l'expérience et au vécu avec l'équipe de France qui a été donnée. Évidemment, ce sont des joueurs auxquels on pourra faire appel plus tard dans la compétition. Est-ce qu'il y a un autre petit poste ou un autre joueur que vous auriez aimé voir dans le groupe, ou c'est tout, je sais pas, un joueur dont on n'a pas forcément parlé? Cyril, tu penses à quelqu'un ou ça va? Après, par rapport à non, ce qu'on avait mis la semaine dernière, hein, c'est plutôt cohérent. Après. Non, content de voir le petit Biel Barré, donc Ouais. non, c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé. Il s'est imposé. On n'est même pas surpris en fait que Louis Bielbiarré, qui joue à l'UBB, pareil, un joueur polyvalent qui a fait une énorme saison, soit là. Joachim, Louis Bielbiarré, c'est un joueur que t'aimes voir jouer au rugby. Pour le coup, lui, c'est un vrai joueur qui met de l'émotion, qui relance, qui a beaucoup de vitesse. Un joueur que t'aimes bien? Bah, alors franchement, en ayant vu les matchs, en ayant vu quelques matchs de l'UBB, j'étais pas forcément fan, mais j'avoue que là, après les prestations qu'il a fait avec l'équipe de France, j'ai trouvé que vraiment il a mérité sa sélection. Ouais, il est virevoltant, il va vite, il court beaucoup. J'avais un peu peur contre les Fidji, physiquement, Ouais. et au final, il s'en est super bien sorti, quoi. Ouais, c'est parce que c'est un petit gabarit, Louis Bielbarré, et c'est vrai que les Fidjiens sont réputés pour être individuellement, on va dire, les joueurs les plus costauds. Alors c'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque de Alc Cordier 65 qui nous dit: Camille Lopez, personne n'en parle. Si on venait à avoir un nouveau blessé au poste de 10, je sais pas, un Mathieu Jalibert, un Antoine Astoy, vous aimeriez voir qui appeler? Est-ce que un Camille Lopez, finalement, ce serait un choix d'un remplaçant potentiel? Cyril, qu'est-ce que t'en penses? T'appellerais qui si Antoine Astoy, par exemple, se blessait, ou Mathieu Jalibert face à l'Australie, notre dernier match de préparation, ou bien le 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande? Bon, je dirais plutôt un Louis Carbonel, tu vois. Joe, de ton côté? Eh ben, moi, du coup, je pense que je partirais sur l'option de faire passer Ramos en 10 et du coup de faire rentrer Dulin. Ah, et donc, tu restes avec 2-10, on va dire, pour le reste de la compétition. Avec soit Jalibert ou Astoy pas blessé, et Ramos en 10. Ok. Cyril, c'est un choix qui te plaît, vu que tu voulais nous mettre Ramos en 10. C'est cohérent aussi, là. Donc, ok, plutôt Louis Carbonel pour toi, l'ouvreur du MHR. On vous trouve très mignon dans le chat. N'hésitez pas, maintenant que je suis calme, tout va bien. Maintenant, je suis dans mon élément. Enfin, les bugs son ont disparu. Donc, si vous avez des questions, évidemment, pour Cyril Blanchard, joueur du RC Vannes, et Joachim Beaumont, troisième ligne du RCHCC, le rugby club hier Carqueran Lacro, si je dis pas de bêtises. On nous dit dans le chat que vous êtes un petit peu perdu et que vous connaissez le rugby que de devant. C'est sûr que là, on a quand même un profil avec des joueurs qui aiment bien chicaner. C'est encore Monsieur Raph Cordier qui est ailier, notamment passé par Bourg-en-Bresse, si je dis pas de bêtises. On va passer un petit peu donc. On va passer vite fait au match France-Fidji, parce que évidemment, en fait, on en a quasiment un petit peu parlé en parlant de la liste des 33. Collectivement, t'en as pensé quoi de ce match de l'équipe de France, Cyril? Ils t'ont rassuré, les Bleus? C'est qu'un match de préparation. Qu'est-ce que t'en as pensé collectivement? C'était un match moyen, je trouve. C'était pas la folie. Je trouve qu'on a perdu. On n'a pas pu mettre beaucoup de continuité parce qu'on a perdu un nombre incalculable de ballons dans les racks. Ce qui nous a empêché de développer notre jeu.
Ouais, c'était pas un super match de rugby, je trouve. Il y a eu quelques fulgurances, c'était pas la folie non plus. Vu que c'est un match de préparation, Fabien Galtier aime bien parler de la flèche du temps, à quel stade on en est. Tu penses que le fait que justement ce soit encore un match de préparation avant la liste, alors que les Fidjiens étaient déjà persuadés, ils connaissaient déjà leur groupe, ça a joué évidemment sur ce match. Ouais, peut-être que les joueurs étaient fébriles, mais après, voilà, tu as quand même quelques secteurs de satisfaction, comme, voilà, comme la conquête. Voilà, je trouve qu'on a une touche très propre, le contre est bien aussi, on a une mêlée conquérante, on effectue des très bonnes sorties de camp aussi, c'est vraiment important maintenant dans le rugby moderne. Donc voilà, faut pas tout jeter non plus, mais il y a quand même des motifs de satisfaction. Là. Joachim, t'en as pensé quoi de ce match face aux Fidji? Alors, je suis assez d'accord avec Cyril, mais je nuance un peu quand même parce que donc, les Fidji, pour moi, ça va quand même être une équipe qui va être très chiante en Coupe du Monde et qui va poser pas mal de problèmes à l'Australie et au Pays de Galles. Donc bon, là, c'est un peu dommage parce qu'il leur manquait quand même quelques joueurs clés, genre Tuisova, Waisea et compagnie. Mais faut pas oublier que c'était pas l'équipe de France prime, entre guillemets, qui les jouait, quoi. Donc... comme l'a dit Cyril, j'ai trouvé qu'en conquête, on avait été bon, notamment sur le contre en touche. Et après, j'ai bien aimé quand même la solidarité parce que à chaque poste, je pense que les Fidjiens, ils nous mettaient quand même une dizaine de kilos. Et on n'a pas trop subi les impacts. Ça plaquait à deux, ça se relevait rapidement. Donc j'ai bien aimé la solidarité. Moi, je t'avoue, j'ai trouvé les commentaires un petit peu durs avec l'équipe de France parce que c'est un match de préparation 2 jours avant l'annonce de la liste et finalement, tu avais l'impression, à part peut-être sur l'ambition dans le jeu où je trouve qu'on aurait dû aller davantage en touche à la fin, comme le disait Cyril. Ouais. Je trouve que finalement, c'est pas un bon match, c'est pas un match abouti, mais c'est un match correct de préparation parce qu'il nous manquait quasiment 10 titulaires. Au rayon des petites déceptions, notamment individuel, on en reparlera juste après parce qu'après on fera évidemment notre 15 type pour jouer la Nouvelle-Zélande. Il y en a un qui a peut-être perdu des points, c'est un première ligne, je pense à Jean-Baptiste Gros, Cyril, qui a été pénalisé alors que les Fidji sont pas forcément réputés pour être une nation dominatrice en mêlée. Tu penses que les pénalités contre Jean-Baptiste Gros, ça pourrait lui coûter sa place de titulaire face à Nouvelle-Zélande en l'absence évidemment de Cyril Baille? Bon, de toute façon, pour moi, la hiérarchie à gauche, elle est carrément faite. Hein. D'accord. S'il y a Cyril Baille, c'est vrai, c'est le numéro 1, numéro 2 Vardy, numéro 3 Gros. Quoi. Il y a pas... Pour moi, je pense que c'est pareil dans la tête de Fabien Galtier. La hiérarchie à gauche est plutôt claire, je pense. Joe, t'en penses quoi de ce côté-là? Pareil, tu pars sur Reda Wardy par rapport à Jean-Baptiste Gros? Ouais, franchement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Cyril. Après, de là à dire que le match l'a pénalisé, je pense pas. Enfin, c'est quand même à l'interprétation de l'arbitre, les mêlées, à part Cyril qui s'y connaît bien. En vrai, il y a que les premières lignes qui sont aptes à juger s'il y a vraiment faute ou non. Donc bon, après, il faut pas oublier non plus qu'en face de lui, il avait quand même 2 piliers de 130 kilos. Donc bon, je pense pas que ça lui porte préjudice pour la suite. Et de toute manière, comme vous l'avez dit, pour moi, il est aussi 3e dans la hiérarchie. D'accord, donc pour vous, parce que moi je me voyais bien, vous parliez un petit peu de totem d'immunité, où il a choisi son fils avec Arthur Vincent et Jaminet. Moi je pensais que Gros, peut-être, il le mettait un petit peu devant. Cyril, tu as vu le match, tu as vu les mêlées, Benjamin Kaiser, ancien talonneur, et Christian Califano, qui s'y connaît également en première ligne, trouvaient les pénalités sévères contre Jean-Baptiste Gros. T'étais de cet avis ou finalement c'est plutôt logique? Après, si tu vois, sur la première pénalité qu'il prend, l'arbitre il la donne pour Jean-Baptiste Gros et c'est l'arbitre de touche qui lui dit à l'oreillette qu'il retourne la pénalité. Donc, c'est la glorieuse incertitude des mêlées, on va dire. Voilà. Ouais, c'est que t'as la moitié des arbitres qui peuvent rien mêler, donc voilà, c'est ça le problème, c'est pareil dans tous les championnats. Donc, le problème, c'est que si t'as jamais fait de mêlée, des fois, tu peux pas comprendre ce que c'est une mêlée.
Et justement, il y a quelque chose qu'on sous-estime, je trouve, c'est le rôle du talonneur dans la mêlée. Parce qu'en fait, le talonneur, à part s'il talonne pas le ballon, donc c'est-à-dire si le ballon, avec son pied, il va le ramener dans son camp, il est quasiment jamais pénalisé. C'est toujours un gaucher qui va s'effondrer face à un droitier, le plus souvent, ou un droitier qui est mis à la faute. Il est prépondérant, le talonneur, dans la mêlée, Cyril? Oui, complètement, parce qu'en fait, Complètement. t'as dit fait, bien sûr, mais tu s'y connais au mêlée, toi, t'as jamais mis la truffe là-dedans. Non, en fait, en fonction des différents angles de poussée, par exemple, t'as un droitier qui va venir pousser en travers, c'est là que le talonneur aura une grosse importance, où il pourra vraiment former un bloc compact avec son pied gauche pour pas que le pied droit puisse croiser quoi, dans la mêlée. Donc voilà, c'est des termes un peu techniques pour des gens qui connaissent pas la mêlée, mais non, après voilà, t'as des mêlées, t'en as d'autres qui sont un peu moins. Donc moi, c'est un secteur que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment prépondérant dans le rugby, quoi. Joachim, t'as compris ce qu'il a raconté là avec son histoire d'axe de poussée? T'as pas l'impression qu'il nous raconte des carabistouilles là? Il se la raconte un peu, non? J'ai arrêté d'écouter très rapidement. Tu connais, là, les 3/4, il n'y a rien devant. Un troisième ligne, c'est un 3/4 pour toi, ou tu rappelles simplement la formation du bonhomme? Troisième ligne, c'est quand même en avant. C'est pas un 3/4, mais c'est pas le même sport que le 5 de devant, je te le dis. Parce que je peux te dire que les mecs en troisième ligne sur les mêlées, en fait, pour résumer, on a le côté beau gosse des 3/4, mais on a le physique des avants. C'est juste ça. Sans les conneries. Je sais qu'ils peuvent se chauffer très vite les deux, donc je les laisse faire, vous en faites pas. Donc Jean-Baptiste Gros, on va faire une compo d'ailleurs, et Jaminet et Arthur Vincent, qui sont peut-être les joueurs visiblement qui auraient marqué des points. Melvin Jaminet, c'est très clair, c'est celui qui ressort du lot par son jeu au pied, il a été très propre, il a fait en gros ce qu'on lui demandait. T'as l'air moins convaincu, Cyril? Non, mais après Arthur Vincent, il n'y a pas non plus. Il fait un il a montré qu'il pouvait jouer 80 minutes d'un match de haut niveau, quoi. C'est davantage là-dessus. Je suis d'accord, mais voilà, après en attaque, il n'y a pas eu beaucoup de ballons. Mais, offensivement, on n'a quasiment rien fait, de toute façon. Sur les lancements, il y a Macalou qui. C'est vrai qu'après, en défense, ça ferraille, il y a de l'énergie, il plaque, il se relève, il se replace, il recycle. C'est vrai que ça, c'est ses grosses qualités, quoi. Il y a beaucoup d'énergie. Et après, comme tu dis, Jaminet qui a été très rassurant sur son jeu au pied, quoi, qui est vraiment fiable face au perche et qui a aussi une longueur de jeu au pied pour se sortir du camp. Dans les joueurs qui t'ont impressionné, voilà, je sais pas compris pourquoi on avait un son affreux d'un coup. Joe, dans les joueurs qui t'ont impressionné, il y a des noms à sortir? Alors on a perdu Joachim. Movaka, bien sûr. Joe, tu m'entends? Je ne t'entends plus, on va tenter un truc. Joe, tu m'entends? On te voit, c'est déjà bien. Charmant garçon. Mais... Belle moustache. Joe, t'as été déco ou quoi? C'est quoi cette histoire? J'essaye de t'avoir à nouveau. Alors attends, on va essayer de... Pourquoi le son? Alors on t'a vu nous quitter un instant, puis revenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a perdu Joe. T'as pas mute ton micro? Regarde quand même. Parce que t'es pas en première ligne, mais quand même, t'as pas l'air le plus finot de la bande avec cette histoire. Qu'est-ce que t'as contre les premières lignes, quoi? Non, c'est juste pour le voir réagir. Je savais qui réagirait. On a perdu Joe, je comprends pas pourquoi. Je vais essayer de le virer et de le remettre. Attends, Joe, je vais te kick et tu vas revenir. Attends un instant. Voilà. Et il faut qu'il revienne maintenant et on va essayer avec Joe. En attendant, on va se faire notre compo d'équipe pour le match face à la Nouvelle-Zélande, en attendant que Joe revienne avec nous. Et alors que Joe, normalement, devrait déjà être de retour. Joe, tu m'entends? Et j'entends plus Joachim. Déconnecte-toi, Joe, et reconnecte. Attends, non, on l'a déjà fait, ça. Malheureusement, on l'a déjà fait.
Pourquoi on n'a plus Joe? J'essaye de régler ça, désolé. Il n'y a plus de son. Non, il n'y a plus de son. On voit un coup de refresh sur son micro. On n'a plus de son, ça a coupé d'un coup. Oula. Joe, tu m'entends? Allô, oui, je vous entends. Ah, magnifique, merci Sacha qui est notre Oui. chef technicien. On va se faire une compo, justement, la compo qu'on aimerait voir face à la Nouvelle-Zélande. Vous m'avez dit déjà que Reda Wardy, pour vous, alors moi j'avais mis ceux qui me semblaient, il n'y a pas de débat, on les met forcément. Vous m'avez dit à gauche que vous voudriez voir Reda Wardy. On est d'accord, Cyril, là-dessus? Ouais, on est d'accord. J'avais mis Julien Marchand et Winnie Antonio. Pas vraiment de débat là-dessus? Ah, je mettrais bien Dodo la Saumur en 3. Joe, de ton côté, est-ce que ça te va ou tu mets quelqu'un d'autre? Non, franchement, pareil, ça me va très bien. Ok, donc alors le plus gros débat, je trouve que c'est en deuxième ligne. Donc là, c'est pour la compo pour le match face à la Nouvelle-Zélande. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous êtes d'accord ou pas d'accord. En 4 et 5, on partirait sur quoi? En fait, j'ai envie de dire que ça dépend davantage du 5. On mettrait qui? Willemse? Le débat, il est entre Willemse et Flamand. Cyril? Non, pour moi, Ouais. tu mets Flamand. Ouais, 4 Flamands aussi. 4 Flamands et 5 Willemse. Woki, pas Et qui tue. Moi, je mettrais Tao, moi, en 5. À la place de Ouais, Willemse? Tao aussi, ouais. Tao Ouais. qui... Willem, bah après, je sais pas quand est-ce qu'il revient de blessure, Tao, là. Mais Willem, c'est un peu décevant sur ces derniers matchs, un peu transparent, je trouve. Ouais, moins d'impact qu'avant. Donc un Tao, même s'il revient de blessure, vous voulez un Tao en 5. C'est ça le problème, c'est Ouais, voilà. S'il joue contre l'Australie, on va dire Tao en 5. Ouais, mais Tao, ouais. Donc on va mettre Tao. Donc Taofi Fenoua, ça m'arrange pas parce que le nom est extrêmement long. Et en 4, vous mettez qui? Flamand alors, j'imagine? Ouais. Flamand, sans hésiter. Vas-y, va pour Flamand, très bien. Flamand, c'est vraiment, pour moi, c'est une des révélations. Alors, c'est un joueur qui a un parcours assez marrant. Il avait joué en universitaire en Argentine. Il a ensuite explosé en Angleterre du côté des Wasps parce qu'il venait justement, c'était quasiment un échange étudiant. C'est un joueur rare, Thibaut Flamand. Joe, toi qui, c'est un 3e ligne, on va dire, de base. C'est un joueur exceptionnel, Thibaut Flamand. Ouais, non, franchement, là, que ce soit avec Toulouse, mais surtout en équipe de France, il a éclaboussé là, les derniers matchs auxquels il a participé. Franchement, il est hyper complet, il sait tout faire, il a une grosse activité. Et ouais, en plus, il a l'avantage du coup de pouvoir jouer 2e ligne et 3e ligne, quoi. Ouais, c'est vrai que la polyvalence, c'est vraiment au cœur du projet de Fabien Galtier, Ouais. on le voit très bien. Donc on a Reda Wardy en 1, le pilier gauche, Julien Marchand en 2, Winnie Antonio en 3, Thibaut Flamand en 4, Romain Taofi-Fenua en 5, en 8, Greg Aldrit, il n'y a pas de débat. Ouais, totalement. Charles Olivon en 7. Ouais. Pas de débat non plus. En 6, on met qui? Anthony Gelon, ça devrait être un petit peu trop juste. Donc en 6, on mettrait qui comme profil? Joachim, je te pose la question, puisque t'es 3e ligne. Et moi, du coup, ce serait un peu la petite révélation de la saison. Je mettrais Boudéan. Bouli, c'est... Vas-y Joe, vas-y. Sachant qu'au final, la 3e ligne, on n'a pas trop de profils plaqueurs-gratteurs. C'est plutôt tous des joueurs assez élancés qui passent le 1m90. Donc, dans cette idée-là, pour moi, Boudéan, il a l'avantage sur les autres. Boudéan, ça te va aussi, Cyril, ou pas? Non, moi j'aurais mis François Cross. Il nous faut un débat. Tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sondage. On va faire un sondage dans le chat donc au poste de 6. Est-ce que vous préférez voir un François Cros ou un Paul Boudéan? C'est une question très intéressante de Big Deal qui nous demande un petit peu la différence entre les postes. On va commencer par la différence entre le pilier gauche et le pilier droit. Cyril, c'est quoi en quelques mots, on va dire, la différence majeure? Disons que le pilier gauche, tu vois, il est un peu sur l'extérieur de la mêlée, alors que le pilier droit, il est vraiment imbriqué dedans, et c'est lui qui subit toute la pression de la mêlée. Le droitier fait face à 2 adversaires, en quelque sorte, et le gaucher face à un seul. Exactement, c'est pour ça que à droite, tu as des profils plus solides comme Antonio,
au Aldeguerri que par rapport aux autres gauchers, tu vois. Entre 4 et 5, moi j'aime bien l'expression sud-africaine qui est de dire d'un côté t'as une girafe et de l'autre t'as un buffle. Les Sud-Africains aiment bien dire ça. Le 4, on va dire que c'est le profil plus élancé, et le 5, un peu dans la même logique que la différence entre le 1 et le 3. Le 4 et le 5, le 4 va être plus élancé, sauteur en touche, et le 5 va être davantage pousseur. C'est ça, Cyril? Exactement, t'as très bien résumé. Donc, ouais, le 4, profil plus aérien, comme Thibaut Flamand. Et le 5, quand même une belle girafe, mais beaucoup plus solide, tu vois. Une girafe bodybuildée, on va dire. Joe, la différence, tu parlais de plaqueur-gratteur. Tu peux nous expliquer la différence entre le 6 et le 7, on va dire, traditionnellement, même si c'est parfois un peu différent? Oui, c'est vraiment traditionnellement, parce que là, on a quand même de moins en moins de profils qui diffèrent vraiment, mais à la base, le numéro 6, ce sera plutôt un joueur un peu plus petit, un peu plus trapu, qui va batailler beaucoup dans les rucks, qui est un gros plaqueur et un gros gratteur, alors que le numéro 7, ce sera plutôt un joueur alors, un peu plus spécialisé en touche, par exemple, et un peu plus coureur aussi dans le jeu courant. Ouais, on peut dire qu'un Charles Olivon, c'est le profil type du numéro 7, quoi, à peu près. Ouais, exactement. Alors, j'ai la réponse à votre avis. Est-ce que vous avez vu le sondage? Qui l'emporte? Est-ce que c'est François Cros? Est-ce que c'est un Toulousain? Ou un Rochelet qui est titulaire pour le chat face à la Nouvelle-Zélande? À votre avis, qui l'emporte? François Cross. Ouais, je pense aussi. Ouais, c'est François Cros qui l'emporte. Vous savez bien que les Toulousains sont à fond dans le chat. Simplement pour vous dire que l'after, dès la fin de l'émission, on a pris un peu de retard, mais dès la fin de l'émission, on basculera évidemment sur l'after en exclu vidéo comme tous les soirs. La charnière, il n'y a pas de débat. En 9 et en 10, Antoine Dupont, Mathieu Jalibert, ou bien en 10, Cyril, c'est ce qu'on disait, plutôt Jalibert. Joe, tu as l'air dubitatif. Est-ce que tu voudrais voir du Antoine Astoy ou du Thomas Ramos en titulaire? Alors, Dupont, oui, il n'y a pas de débat. Et après, en 10, sur la saison, encore une fois, je partirais sur Astoy, parce que certes, il n'a pas fait beaucoup de matchs en équipe de France, mais bon, il a prouvé là, tout au long de la saison et sur le titre encore en Coupe d'Europe qu'il est capable de porter une grosse responsabilité. C'est un bon buteur. Il est un petit peu moins offensif peut-être que Jalibert, un peu moins capable de faire des exploits, mais je trouve qu'il est quand même un peu plus régulier que Jalibert. T'as pas peur qu'on perde Jalibert dans la tête si jamais il est remplaçant, alors qu'il a jusque-là quasiment toujours été numéro 2 une fois que le numéro 1 saute? Est-ce que c'est pas compliqué de faire appel à quelqu'un d'autre? Si, mais bon, après... Ça y est, je suis en train de te convaincre. Il fallait qu'il se concentre un peu plus sur le rugby plutôt que d'appeler des gens tard la nuit pour leur parler de leurs ex-femmes. On parle de Maxime Mermoz, qui est un joueur que j'adorais par le passé, mais qui, l'après-carrière, est peut-être plus galère. Cyril, Jalibert, Astoy? Ouais, tu vas me dire Ramos à tous les coups, toi, mais bon. Non, c'est vrai que ça se discute. T'as Stock, qui a un profil un peu plus gestionnaire, tout ça, qui a fait une très belle saison. Et Jalibert, qui est plutôt un 10 qui attaque la ligne, plus offensif. Mais c'est vrai, comme tu le dis, on peut peut-être perdre Jalibert mentalement si tu fais passer le numéro 3. Allez, je dirais un stop. Voilà, on laisse Jalibert, arrêtez les gars, vous êtes fous furieux, c'est mon joker Antoine Astoy, vous êtes fous. C'est pas possible, ce sera pas lui, moi je vous dis c'est Mathieu Jalibert. À mon avis, pour le... Faut un banc qui apporte du punch, tu vois. C'est pour ça que j'avais mis Antonio aussi remplaçant. Ah d'accord, c'est intéressant. Ouais, pas con. Antonio Movaca. Ouais, c'est vrai que les... Antonio Movaca. Et t'aurais mis qui alors droitier titulaire, t'aurais mis qui? T'aurais mis Falatea ou Aldeguerri pour un pilier de mêlée? Aldeguerri. Ah, d'accord, intéressant. Alors sur le banc, alors le reste, on est d'accord. Danty, Ficou, Gabin Villière, Damien Penaud, Thomas Ramos, c'est quasi indiscutable, Joachim, ou pas? Ouais, franchement, ouais. Moi, j'avais un peu peur pour Danty, là, vu qu'il avait été blessé les derniers matchs là avec La Rochelle, mais bon, il a montré qu'il était bien remis. Ah ouais. C'est le seul qui a rivalisé physiquement et sans souci avec les Fidjiens, quoi, qui sont quand même réputés être bien solides. Donc
Non, C'est vrai qu'il restait sur des perfs un peu moyennes, Joe Danty, et là il a rassuré, toujours en allant gratter les ballons aussi. Oui. C'est vraiment un joueur indispensable. Gabin Villiers, Damien Penaud, Thomas Ramos, on n'y touche pas non plus, Cyril? Ah, j'ai une petite surprise. Ah, Biel barré, il va dire. Il y a Biel Biarré à la place de Villiers. C'était à la sûr. place de Gabin Villiers, pourquoi? Ouais. Parce qu'il a un joli casque, comme Cyril portait avant. Non, mais j'adore son insouciance, ses qualités athlétiques. Et voilà, Villiers, je pense que il sort d'une saison compliquée aussi, avec pas Beaucoup mal de blessures. Et je pense que c'est un peu aussi comme Arthur Vincent, il y a un petit totem d'immunité pour lui aussi. Non, je mettrais une pièce sur Biel derrière. D'accord. Joe, tu plutôt Gabin Villiers ou Louis Biel-Biarré de l'UBB? Bah, je suis d'accord avec ce que dit Cyril, mais par contre, je garderai quand même Villiers parce que il a été blessé une grosse partie de la saison, mais les peu de matchs qu'il a joué avec Toulon, il a été bon, malgré la longue blessure. Et puis, c'est un profil quand même, c'est vraiment un chien, quoi. Quand je dis chien, c'est-à-dire que c'est un mec qui se bat. Alors, offensivement, il est peut-être un peu moins virevoltant que Biel-Barré. Mais par contre, défensivement, c'est un chien, il gratte des ballons, enfin, il s'envoie comme un fou et j'aime bien cet état d'esprit. Ouais, moi, ce que je trouve intéressant aussi avec Gabin Villiers, c'est qu'il est extrêmement complémentaire avec Damien Penaud. C'est-à-dire que Gabin Villiers, c'est quasiment un 4e, 3e ligne qui court vite. C'est pas méchant, mais il plaque, il gratte, il lead les contre-rucks également. C'est-à-dire pour récupérer le ballon dans un regroupement, c'est lui qui va aller mettre la tête. Moi, je le trouve également très complémentaire. Donc, je garde Gabin Villiers. On est 2 contre 1. Désolé Cyril. Louis Biel-Biarré sera peut-être sur le banc. Damien Penaud, c'est probablement le meilleur ailier du monde en ce moment. Je pense, en tout cas, ballon en main. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent tenir la comparaison. Thomas Ramos, on est, je pense, tous d'accord. Dans un 15 mondial, combien de joueurs vous mettriez de l'équipe de France? Antoine Dupont, j'imagine. Greg Aldrit, peut-être? Il y a ta Hardy Savea. Tu te débrouilles, tu mets Aldrit en 6 ou Hardy Savea en 6 et comme ça tu mets les deux. Ouais, il y a Callan Doris aussi. Ah, l'Irlandais, le 8 Irlandais. Callan Doris de l'Irlande, ouais. Donc il y a des bas. Dupont, vous mettez qui d'autre? Alors, Penaud ou pas dans un 15 mondial? Ouais, peut-être Penaud. À l'arrière, franchement, Ramos, je pense qu'il doit quand même pas être très très loin de. Je suis assez d'accord. Mais c'est aussi qu'il y a une concurrence qui est peut-être un poil à poil moindre à ce poste. Il y a de très bons joueurs, il y a Freddie Stewart, il y a Will Jordan, mais c'est des postes où il y a peut-être moins d'évidence dans les autres équipes. Il y a Freddie Stewart, Hugo Kinan, comme le dit le Poney Club. Mais c'est vrai que Thomas Ramos, moi je trouve qu'il a pris une envergure. Faut pas oublier que c'est un joueur qui découvre pas le très haut niveau. Mais il y a 3 ans, il jouait à Colomiers en Pro D2. Et il a vraiment, moi ce que j'aime avec Thomas Ramos, c'est qu'il a progressé au fil du temps. Au début, il était peut-être un petit peu léger dans les grands matchs, a trembloté un petit peu, et maintenant il est devenu vraiment extrêmement fort. Dans le chat, on me parle c'est Nodoy qui nous parle de Flamand. Est-ce que Flamand serait pas un des tout meilleurs deuxième lignes au monde? Alors le problème, c'est que là, c'est un poste où il y a de la concurrence. Il y a du Scott Barrett, il y a beaucoup de monde. Thibaut Flamand, il s'est déjà imposé comme un des tout meilleurs deuxième lignes au monde? Dites-moi. Après, disons que dans son profil de numéro 4, pourquoi pas. Après, c'est sûr qu'en sur le poste de numéro 5, c'est sûr qu'il y a des animaux dans les autres pays, quoi, mais. Ouais, les Zebet et les comme ça qui sont colossaux. Ouais. Allez, notre banc, nos finisseurs. Marchand dans les meilleurs. Marchand dans les meilleurs. Ouais, en fait, ce qui est évident, c'est que ces joueurs-là sont top 3 monde. Après, tu peux débattre. Est-ce qu'il est meilleur que Malcolm Marx, que Mbonambi, je pense peut-être un petit peu. On a d'autres joueurs également en Nouvelle-Zélande avec des Cody Taylor, etc. Mais c'est vrai qu'un Julien Marchand en forme, je pense qu'il n'y a pas bien meilleur que lui. Je suis assez d'accord avec vous. Sur le banc, si on met Julien Marchand titulaire, on met forcément Peato Movaca pour avoir un impact player. Sur le banc, on est d'accord? Je l'avais mis.
Ouais. Sekou Makalou, c'est obligatoire, j'ai l'impression, dans la construction du banc pour avoir un banc polyvalent, un mec qui peut jouer en troisième ligne à l'aile. On est quasiment obligé de mettre un Sekou Makalou. Ouais, moi je partirais pas sur un Makalou en remplaçant. D'accord. Alors attends, Sachant on va le que- faire. On va faire poste par poste. Peato Movaca, on le met. Jean-Baptiste Gros, on le met. Ah non, oui, si Jean-Baptiste Gros, on est obligé parce que Cyril Baye est out. À droite, on met qui? Aldeguerri ou Falatea? Ouais, moi j'aime bien Falatea, mais c'est Aldeguerri. peut-être un peu le même style qu'Antonio, donc ouais. C'est un pacte player. Après, moi, je te dis, moi, j'aurais mis Aldeguerri qui attaque et Antonio sur le point. Ouais, mais ça y est, t'as perdu. On t'a dit qu'à 2 contre 1, on mettait Winnie Antonio. Faut tourner la page. Hein. Alors, on met qui? Parce que Aldeguerri, c'est moins le profil d'impact player qu'un Falatea, par exemple. C'est Ouais. davantage, on va dire, l'option sécurité. Ouais, c'est sûr. Après, c'est une bonne assurance en mêlée, Aldeguerri. Donc, Toi, plutôt Aldeguerri. Joe, plutôt qui? Aldeguerri ou Falatea? Moi plutôt Falatea pour le côté impact player. Allez, ça me va. Deuxième ligne, on met qui? Un 4, un 5. On a Charles Olivon qui peut dépanner en 4. Ouais, du coup je partirais plutôt sur un 5 moi donc Paul Willemse. Willemse. Ouais. Cyril? ouais, il y a une sœur. Donc Ouais, on a pareil. Movaca, Gros, Falatea, Willemse. On peut mettre un autre deuxième. On peut mettre un Cameron Woki également sur le banc pour couvrir le poste de 4 et de troisième ligne. Ouais, moi je partirais sur un troisième ligne après. Mais de toute façon, on va mettre 6 Un avant. vrai Non, troisième ligne. on met 6 avant. Je mettrais Boudéan. Ouais, un bon 6-2. Donc un banc en 6-2, ça veut dire Movaca, Gros, Falatea, Willemse. Boudéan, on est d'accord? Ouais. Bah, Non, Magalou. Boudéan, Macalou, d'accord, très bien. Ça te va, Joe, aussi, ou pas? T'as pas l'air convaincu? si, ça me va. Si, bah, la polyvalence de Makalou, elle fait que bon, c'est vrai qu'un joueur qui peut jouer troisième ligne et ailier, qui peut bien le c'est faire. quand même, ouais, c'est quand même important. Ok, donc Macalou. En poste de numéro 9, Maxime Lucu. Ouais. Ouais. Et en 10, si on a Jalibert, on met forcément Astoy? Ou pas? Après, Ou bien tu peux mettre Biel Biarré et Ramos passe en 10, quoi. C'est un peu ça le débat. Ouais, c'est ça. On met qui? Bah, moi, je pense qu'il va quand même s'appuyer dans un premier temps sur 2 vrais 10 avant de. Tu mets Moefana qui peut aussi bien faire ailier et centre. Et après, au pire, si un souci en 10 ou en 15, tu vas mettre le en 15. Et sachant qu'aussi Dupont avec le Stade Toulousain, il joue quand même. Dupont, il joue 10 aussi de temps en temps avec le Stade Toulousain. Ou bien tu peux mettre. Est-ce que tu peux mettre. Attends, est-ce que je réfléchis? Est-ce que tu peux mettre Jaminet sur le banc? Comme ça, tu fais passer Ramos en 10. Tu mets Jaminet en 15. Mais si tu as un blessé à l'aile, ouais, tu fais directement entrer ses coups. Si tu as un blessé au centre, t'es vite dans la merde, quoi. Parce que Jalibert, c'est pas un profil de 12 comme peut l'être Romain Tamac. Ouais, c'est vrai, comme dit Cyril, c'est vrai que Moefana, t'es un peu plus sécure parce que t'as un mec qui peut couvrir les deux postes, quoi. Enfin, ailier des deux côtés et 12 ou 13, quoi. Donc vous voulez mettre Yoram Moefana qui peut jouer 12, 13 et ailier, donc centre et ailier. Si en fait le scénario un peu cata, c'est si jamais Ramos se blesse, quoi. Parce que ça veut dire qu'en 15 on a Damien Penaud qui est pas un 15. Moi, franchement, à mon avis, le mieux c'est Biel Biarré. À mon avis, dans ce cas-là, le mieux c'est Biel Biarré parce qu'il couvre, c'est un vrai 15, il couvre le poste d'ailier et Damien Penaud il peut jouer au centre. Il joue au centre parfois. Hein. Aussi, ouais. Un Biel Biarré, ça me semble mieux. Je vous ai convaincu ou pas? C'est pas trop. Allez, Allez, soyons fous. Allez, va pour Biel. Notre coup de cœur, allez. Ça fera plaisir à Cyril. Allez, c'est parfait, Biel Biarré. Je crois qu'on a notre compo. Attendez, je regarde ça. On a un banc en 6-2 comme voudra le faire Fabien Galtier. Un banc en 6-2, ça veut dire 6 avant, 2 3 quarts. Donc les avants sont les postes du 1 au 8 et les 3 quarts du 9 au 15. Un banc en 6-2, ça veut dire qu'on met 6 gros, on va dire. Movaca, Gros, Falatea, Willemse, Boudéan, Macalou. C'est pas du tout de la grossophobie, c'est comme ça qu'on parle au rugby. Et 2 3 quarts, eux aussi, enfin Biel Biarré également polyvalent. Je pense que le point sur l'arbitrage, on va être un petit peu short en temps pour le faire. On le fera à la limite la semaine prochaine. J'ai juste
J'ai juste. Encore un peu de temps, c'est bon, allez, vas-y. Mais avant j'ai d'autres questions parce que là on parle de France-Nouvelle-Zélande, mais France-Australie, on met qui On met qui Parce que est-ce qu'on met l'équipe qui affrontera la Nouvelle-Zélande C'est en gros le choix que font les Sud-Africains. Les Sud-Africains ont décidé, je ne sais pas si vous avez vu la compo pour leur dernier match face à la Nouvelle-Zélande, ils mettent l'équipe type. Ils mettent tout le monde, ils mettent Malcolm Marx, ils mettent Vermeulen, ils mettent absolument tout le monde. Est-ce que vous mettez des joueurs au repos, les cadres, ou est-ce que vous mettez l'équipe type? Cyril, t'en penses quoi? Ouais, au pire, tu mets peut-être pas forcément l'équipe type, tu peux en mettre en remplaçant, mais je pense que c'est important qu'au moins ton 15 de départ que tu vas mettre pour la Nouvelle-Zélande, que les 15 joueurs jouent ce match-là au moins. Tu vois. Joe, t'en penses quoi? Parce qu'évidemment, on a le souvenir, on va dire, du match face à l'Écosse avec la blessure de Romain Ntamack. Est-ce que c'est un cadeau que de faire jouer des joueurs qui seront forcément un petit peu avec le frein à main? Dans le chat, on a depuis le début, ça c'est un bon pseudo de rugbyman qui nous dit les titus. Rome le Lion qui nous dit la charnière titulaire. Tu mets qui, Joe? Franchement, comme vous l'avez dit, je suis d'accord. Avant de jouer la Nouvelle-Zélande, il faut qu'il y ait quelques automatismes qui se fassent. Et ça passe par le fait de jouer ensemble l'équipe prime, entre guillemets. Le souci, c'est que quand tu fais ça, tu t'exposes au fait qu'il puisse y avoir une blessure comme c'est arrivé à Ntamak, quoi. Et surtout que contre l'Australie, là, qui dernièrement fait quand même pas des super prestations, à mon avis, ils vont arriver avec les dents qui rayent le parquet. Et du coup, ça risque d'être un gros match, quoi. Donc avec beaucoup d'intensité. Attends, et donc, quoi, le match contre l'Australie, tu penses que ça va être un gros match? Tu crois cette équipe australienne? Ah non, je pense qu'ils sont, vu tout ce qu'ils prennent dans la gueule ces dernières semaines avec les résultats qu'ils ont, je pense qu'ils vont arriver quand même revanchards et qu'ils vont vouloir se mettre en confiance avant la Coupe du Monde. À mon avis, si on met l'équipe type, on leur marche sur la gueule. Je trouve vraiment que l'Australie, avec c'est très compliqué. Type, oui. Tu avais une question notamment dans le chat à ce sujet. T'es déçu, toi, qui est un numéro 7, de voir un Michael Hooper pas sélectionné du côté de l'Australie, lui qui est une légende du rugby de ce côté du monde? Je suis triste pour l'homme. Après, en tant que joueur, là, sur la dernière saison, les 2 dernières saisons qu'il fait, clairement, il ne mérite pas d'y participer à la Coupe du Monde. Donc, il n'a pas bénéficié du totem dont certains joueurs ont bénéficié en France. S'il avait été français, il aurait pu disputer cette Coupe du Monde peut-être. Ok, donc moi j'ai une petite proposition, je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais je crains juste, on a mis Reda Wardy, on n'a plus que 2 gauchers pour le match face à la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on mettrait pas un petit Sébastien Taofi-Fenua pour faire souffler, pour éviter qu'on ait de la casse à ce poste-là? Cyril, toi qui es première ligne, est-ce que tu mettrais Wardy ou Gros, ou bien vu qu'on est que un petit peu juste, même si Aldeguerri peut jouer également à gauche, il peut dépanner. Non, moi je mettrais. Au pire, tu leur fais faire une mi-temps chacun. Ok. Puis voilà, quoi. Donc on va dire équipe type, et c'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le chat de ne pas comprendre forcément qu'on mette en gros les meilleurs joueurs en sachant qu'il peut y avoir énormément de casse, en sachant qu'il y a ce risque-là. C'est vrai que quand tu viens pas du rugby, et Laura le disait très bien la semaine dernière, parfois c'est un petit peu surprenant. Écoutez, on avait prévu beaucoup de choses, mais on a pris un petit peu de retard. Je pense simplement qu'on va passer au jeu, et puis après on va mettre l'after-foot juste après. Pas d'inquiétude pour les fans de foot qui sont avec nous. Moi, ce que je vous propose pour terminer l'émission... Ah oui. Ouais, il a sorti son plus beau maillot, il est bien obligé maintenant. Évidemment, je vous rappelle qu'on se retrouvera tous les lundis à 19h. Désolé encore pour les petits bugsons qu'on a eu en début d'émission. On va simplement passer maintenant à... vous voulez vraiment le coup de gueule de l'arbitrage? Alors on va faire pas le coup de gueule de l'arbitrage, mais l'arbitrage en question. Après
on passera au jeu. Pourquoi on voulait parler de l'arbitrage. Évidemment, vous avez vu le carton rouge de Owen Farrell, qui est le numéro 10 anglais, le chef d'orchestre, on va dire. Son carton rouge a été annulé. Finalement, il va être à nouveau repassé en commission. On a Billy Vunipola qui a été cité. Donc, on a des règles qui évoluent avec la tendance qui est de dire il faut protéger les joueurs. Absolument. En gros, c'est la priorité. Est-ce que, Cyril, toi, en tant que joueur, tu as l'impression que ton sport évolue? Est-ce que c'est toujours du rugby? Est-ce que la nouvelle tendance dénature le sport ou elle va dans le bon sens? Elle va dans le bon sens sur certaines choses. Donc voilà, interdire les plaquages cathédrales, je trouve ça complètement judicieux. Les plaquages épaule contre tête, c'est normal que ça soit interdit. Mais après, voilà, la dernière règle, comme on a vu le match Racing Bordeaux, là, où Boris Pallu, il fait une prise croco sur Poirot et il retombe sur son membre inférieur. En gros, c'est ça maintenant la nouvelle règle. Ouais. Il prend rouge sur ça, tu vois, ça me paraît. Je pense pas qu'il y aille pour lui péter les genoux, tu vois. Je pense qu'il y va vraiment pour le déblayer, et que voilà, il fait une prise croco parce qu'il a pas trop le choix sur. Parce que les images. Alors une prise croco pour expliquer, on va dire que c'est donc là c'est Boris Pallu, le deuxième ligne du Racing. En fait, il passe par dessus, il enserre son adversaire et avec son poids de corps, en fait, il se tourne et il le fait basculer. Le problème, c'est qu'il y a la jambe, je sais pas si c'est le ligament, je sais pas, de Jeff Poirot. T'as un genou de Poirot qui est resté coincé. Là, t'as eu Grenoble-Mont-de-Marsan, t'as le deuxième ligne de Grenoble, pareil, qui a pris un rouge. Alors le rouge de Grenoble-Mont-de-Marsan, je le trouve extrêmement sévère. Déjà, Boris Pallu, il est sévère. Voilà, tu vois, je pense pas que le mec, dans sa tête, il se dit sur la prise croco, tiens, je vais lui péter le genou. Je pense qu'il y va juste pour dégager le mec, tu vois. Donc sur ça, je trouve que c'est sévère. Après, je suis d'accord sur le fait qu'on doit bannir les plaquages cathédrales et les plaquages épaule contre côté. Et on va dire justement les attitudes où, alors il y a aussi une nouvelle directive, on va dire, qui date maintenant quasiment de 1 ou 2 ans, qui est de dire si en revanche il y a un contact à la tête, même qui paraît accidentel, c'est la responsabilité du défenseur. Et si c'est accidentel, il avait qu'à se baisser. C'est un peu ce qu'on a eu avec Kane Douglas par exemple sur le même match UBB face à Racing où il se prend un jaune. Ça apparaît un peu accidentel, mais il arrive droit en fait pour coffrer le joueur. Joe, je sais pas si tu as vu les images, est-ce que tu es sur la même longueur d'onde que Cyril là-dessus? Alors je suis d'accord avec Cyril sur le fait que pour moi il faut juger l'intention, parce que Palou par exemple il n'avait pas l'intention de péter la jambe du mec. Ouais, bien sûr. Il y a aussi Halloween Jones là contre Leloup avec Doussin. Il y a eu le genou disloqué Doussin sur un peu une action similaire. C'est pareil. L'intention à la base, elle n'est pas de péter le mec, mais c'est un fait de jeu. Et je trouve que le rouge de Palou, il était quand même assez dur et sévère. Surtout que voilà, quand tu as des antécédents de jeux dangereux et compagnie, je peux comprendre. Mais bon, Palou, c'est un mec, voilà, il joue proprement. Donc je trouve que c'est dur. Mais après. Vas-y. Après, il y a des plaquages aussi qu'on appelle des saumonades, où les mecs arrivent voilà, juste en se jetant avec l'épaule la première dans les genoux. Ça, clairement, ça mérite des rouges. Et maintenant c'est sanctionné, ça. Maintenant, ça s'est sanctionné, voilà. On va dire quand. C'était Luco Wandiki, le talonneur anglais, qui avait vraiment cette manie de jeter l'épaule et de briser en quelque sorte le. Enfin, tu m'avais déjà brisé une cheville, toi, sur un plaquage un petit peu de salope. Et tu étais très fier, d'ailleurs. J'aurais jamais dû t'inviter. Je viens de me rappeler un mauvais souvenir. Est-ce que vous qui êtes des joueurs pros, vous avez été prévenus de ces nouvelles directives, notamment sur le plaquage dit croco? Cyril, est-ce que vous avez eu une réunion avec les arbitres où on vous a dit attention, maintenant il y a des nouvelles directives, ces plaquages sont interdits, sinon ce sera carton rouge? Sur cette règle-là, c'est plutôt le staff qui nous en a informé. D'accord. Sinon, de manière générale, voilà, chaque début d'année, on a une réunion, on va dire une journée d'entraînement avec un arbitre qui vient nous voir sur le début de saison.
Après, il y a aussi le staff qui a une réunion avec les arbitres et qui nous fait un retour aussi par rapport aux nouvelles règles qu'il y a chaque année, quoi. D'accord, donc sur le plaquage croco, il y a une directive qui a été... Une directive, attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une règle écrite forcément, mais on va expliciter la règle en disant aux joueurs ou au staff, etc., attention, on sera davantage sévère là-dessus. Sur le plaquage croco, ça, vous avez plus ou moins été prévenu directement ou indirectement, on va dire ça comme ça. Oui, voilà. Et puis après, de toute façon, en général, je t'annonce, les arbitres, ils font gaffe. Je te parle Vas-y. de notre championnat en Pro D2. Ils font gaffe sur le premier bloc de 5 matchs et après, ils font plus trop attention sur le reste de la saison. Mais ça c'est terrible, mais c'est vrai. On se souvient, je sais pas si vous vous souvenez de la règle qui était dès que tu poses les mains, il y a pénalité quand tu voulais contester un ballon. En Super Rugby, ils sifflaient vraiment 40 pénalités par match sur les 3 premiers matchs. Dès que tu mettais les mains, même sans soulever, en fait, il y avait pénalité. Et ils ont abandonné, en gros, cette idée. Joe, est-ce que vous avez été briefé, vous aussi, par le staff, par des arbitres, en vous disant attention, les plaquages croco, maintenant, c'est interdit, il faut faire attention? Ben non, nous, là, pour le moment, on a toujours pas été briefé, donc je sais pas si ça va arriver là dans les semaines à venir. On a déjà eu 2 interventions là d'arbitres, mais pas pour nous parler en tout cas de cette règle pour le moment. Donc à voir si ça arrivera plus tard. Combien de cartons rouges chacun en carrière, Joe? 2 pour moi, je crois. Il y en a un, je crois que je l'avais vu, je crois que tu avais planté un type, je crois. Enfin, tu avais planté un type, c'est pas avec un couteau. Involontairement. Absolument, un plaquage cathédrale, je crois. L'autre, c'était quoi? Et l'autre, c'était un plaquage dangereux aussi. Ouais, je me rappelle plus exactement. Des choses qui arrivent, Monsieur Blanchard. Combien de cartons rouges? 10. 0. Voilà quelqu'un de sérieux. 0, vraiment? Jamais pris par la patrouille. Ah, oui, voilà. Après, il faut dire que tu joues 40 minutes par match, après t'es oxy, donc forcément, il y a moins de... c'est peut-être pour ça. Voilà, pour le petit point arbitrage, mais c'est vrai que c'était important. Après, sur l'arbitrage aussi, ça varie vachement d'un arbitre à un autre. Chaque arbitre n'a pas du tout la même interprétation de la règle aussi, des fois. Ouais. Est-ce que les arbitres vous préviennent avant un match? Joe, t'es capitaine. Je crois que normalement, il y a une petite réunion avec l'arbitre pour dire les gars, faites attention à ça, parce que les arbitres préparent les matchs en regardant, alors normalement, en regardant également les matchs précédents, en voyant ce qui a été fait et bien fait. Vous êtes prévenu avant les matchs par l'arbitre, Joe, toi qui es capitaine, qui vous explique attention à ce secteur-là? Ouais, c'est ça. Alors, en général, c'est plutôt des retours des équipes adverses. Les équipes adverses qui font des retours à l'arbitre sur, je sais pas, certaines mauvaises habitudes qu'on aurait, qui font leur retour, et du coup, l'arbitre nous avertit ensuite sur ça. Mais après, il nous explique un petit peu comment il va se dérouler, enfin, il veut se faire dérouler le match, notamment en mêlée, par exemple, parce que c'est toujours un secteur qui est un peu compliqué à arbitrer, donc il nous explique en fait la manière dont il va l'arbitrer, le temps qu'il va mettre et compagnie pour que dès le début on soit réglé, quoi. Cyril, toi qui évidemment est partie très active d'une mêlée, est-ce que c'est frustrant de voir que la majeure partie des arbitres en fait sont des anciens 3/4, hein, pour la plupart, c'est assez rare. Il y a quelques avants, mais on va pas se le cacher, les 3/4 en général n'y connaissent rien en mêlée, sont souvent des entraînements même. Alors au Munster, c'était quelque chose de particulier, ils s'entraînent localement à un endroit, c'était le cas avant, différent, mais souvent en fait on a les 3/4 qui s'entraînent d'un côté, les avants qui s'entraînent de l'autre. Donc en fait, les 3/4, on voit ça en tout cas de loin. Est-ce que c'est frustrant? Est-ce que tu tombes parfois sur des arbitres où tu te dis, sincèrement, au-delà même de l'énervement soudain, de dire putain, on a vraiment été arbitré par un type qui ne connaissait rien à la mêlée? Ouais, bah oui, ça arrive, hein, forcément, mais aussi, il n'y a pas que l'arbitre central qui a ses responsabilités, il y a aussi les arbitres de touche. Et souvent, on va dire que ça arrive de temps en temps. Souvent, les arbitres de touche, c'est Fantomas, hein, c'est Casper, tu les vois pas du match, j'ai l'impression, ils sont comme ça. Et donc, non, faut que tous les arbitres prennent leurs responsabilités. Et surtout, faut réussir, entre guillemets, à se mettre dans la poche, quoi, tu vois, par des bonnes attitudes, bien parler, pas parler, pas tout le temps faire ça devant lui, tu vois, c'est des choses qui... Ouais, faire un petit peu de lèche. Voilà, non, mais c'est pas ça, mais c'est comme on dit, c'est le body language, tu vois. Donc, et ça, c'est vrai que
tu le vois, hein, c'est des choses qui agacent les arbitres si tu fais que râler tout le temps et ça peut te faire tourner la physionomie d'un match. Hein. Ah mais par exemple, je me souviens plus qui était l'arbitre de Racing UBB, mais l'arbitre avait déjà dans le collimateur Kane Douglas qui avait alors pour moi le jaune est tout à fait normal parce qu'il arrive haut et c'est sa responsabilité, mais il avait déjà Kane Douglas dans son viseur parce que Kane Douglas avait hurlé en demandant un en avant, et ça c'est vrai que ce sont des choses extrêmement importantes parce que tu as un arbitre qui peut très vite te l'avoir mauvaise. Une dernière question sur l'arbitrage, est-ce qu'en fonction de l'arbitre tu vas, je sais pas, on se dit ah tiens cet arbitre là en mêlée il va être davantage regardant sur quelque chose, est-ce qu'à partir du moment où on a déjà été arbitré, c'est des choses sur lesquelles, alors c'est plutôt une question pour des piliers, on essaie de jouer parfois ou pas? Ouais, après en général on a avant le match, sur le brief du match, on a un peu voilà, un petit discours sur l'arbitre qui va arbitrer le match et on regarde comment il arbitre aussi. Donc voilà, tu as des arbitres qui vont plus arbitrer les phases de conquête, des arbitres qui vont plus être vigilants sur les hors-jeux ou sur les phases de ruck. Donc voilà, on essaie de s'adapter par rapport à ça. Quoi. Bon, n'hésitez pas. Vas-y. Après, tu sais que tu as des arbitres qui font les cowboys sur lesquels tu peux rien leur dire. Ah oui. Ça, c'est chiant. Le pire, c'est ça. Le pire, c'est un arbitre à qui tu peux pas parler, tu peux rien dire. Il y en a même un qui maintenant est entraîneur de Soyo, donc tu risques de retrouver, parce que Alexandre Ruiz, quand il était arbitre, niveau communication, c'était un peu un CRS, hein. Il disait, il pouvait être extrêmement sec. N'hésitez pas si vous avez des questions, dans 5 minutes on a terminé, évidemment vous aurez l'after foot jusque minuit. Si vous avez des questions pour Cyril, si vous avez des questions pour Joachim, c'est maintenant, quel que soit, hein, sur l'équipe de France, sur le jeu de rugbyman professionnel. Non, on va pas faire la liste, ça y est, quel est l'arbitre le plus nul, etc. Attends, c'est des joueurs pros, il y a un capitaine, faites gaffe quand même, sinon malheureusement ils ne reviendront plus. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va passer, il y a des noms qui défilent. Chacun, alors donc là tu as les supporters de Grenoble qui vont citer évidemment le dernier code, il connaît. Oui, alors simplement pour le pédigré, Cyril est donc en Pro D2 au RC Vannes et Joachim Beaumont est joueur du RCHCC hier Carqueiranne en 3e division. On va passer, avant de terminer, à un petit jeu. Messieurs, je sais que vous êtes joueurs. On a changé par rapport à la semaine dernière. Je vais vous montrer les jeux. Cette fois, ça va être un peu différent puisque vous aurez 4 visages d'internationaux de rugby, 4 bouts de visage. Et dans le chat, vous allez devoir deviner à qui appartient tel bout de visage. T'inquiète. T'en as juste pour combien de temps? De 5 minutes, max. Ah, mais tiens, je lance après, hein, t'inquiète. Je mets après. En fait, je voulais acheter des clopes, je Vas-y. Ouais. Vas-y. C'est bon. Bon, le mec, Quoi ? Flo, le mec de 3e mi-temps sur Facebook te passe le bonjour. Passe le bonjour à Janus Sport, il m'a dit. Ah bah, très bien, c'est gentil à lui. Moi, je le connais pas bien, donc on verra, mais on l'aura peut-être avec. Tu iras voir sa page, la troisième mi-temps sur Facebook, tu vois. J'irai, on mettra le lien de toute façon dans le chat. On met l'after juste après. Pas de questions, mais merci de nous permettre d'avoir des joueurs pro dans le stream. Bah écoute, avec grand plaisir. Encore désolé. Moi, je déteste les bugs de son parce que je suis pas très fort là-dedans et donc ça me sort un peu. Donc le jeu, 4 visages d'internationaux de rugby, présents ou passés. On va commencer par les cheveux dans l'ordre dans le chat. On va partir. Joe et Cyril, vous pouvez évidemment jouer. Il faut deviner à qui les cheveux de ce portrait robot appartiennent. Les vainqueurs remportent 50 € de box sport par chaque bout, on va dire, trouvé. Donc on est parti sur les visages. Hop. Et c'est parti, donc pour notre jeu, vous devez deviner, est-ce que, alors l'image elle va apparaître dans quelques instants chez Cyril et chez Joe, je veux simplement les cheveux, est-ce que Cyril, Joe, vous avez une idée pour les cheveux? Oui. Alors vas-y, dis-moi. Flamand. Thibaut Flamand. Cyril, tu dis qui? Non, ça, je pense que c'est un peu trop foncé pour Flamand. D'accord. Allez, Biel Biarré, allez. Non. Mais il a que Biel Barré à la bouche. Mais non, mais si tu me dis les yeux, c'est Voilà. Biel Biarré, je vais commencer à Vincent, ajuster. c'est un peu moins beaucoup. Non, c'est pas Arthur Vincent, c'est pas Louis Biel Biarré. Et Joe, tu m'avais dit qui? Thibaut Flamand, c'est pas Thibaut Flamand. Oh. Ah putain. Ah non, Boudéa, non? Ah non plus.
Ah putain, ouais, non, Quelqu'un je- qui ne fera pas la Coupe du Monde mais qui est dans les 42. Ah, Quelqu'un... c'est le jeu, Mathias Haddad. Non, il n'est pas dans les 42, le pauvre Haddad, qui est très très fort, 42, paraît-il, mais c'est Émilien Gaëton, les gars. Ah, C'est les cheveux de Gaëton et c'est Neneuil qui a la bonne réponse. On passe aux yeux. Est-ce que vous avez une idée? À partir de maintenant, Non. les yeux dans le chat. c'est un joueur français? On me dit trop il est pas easy dans le est-ce chat qu'il et on serait pas- trouve pas. Est-ce qu'il serait pas australien? Non. Ah, non, je sais pas. C'est pas Vakatawa, on me dit dans le chat. Il n'y a pas la bonne réponse. Il n'est pas australien, il n'est pas français. Non. Il y a encore en activité? En tout cas, il est passé par Toulouse, mais pas que. Tekori. Ah, ouais, merde. Il Il est est plus en passé par activité. Toulouse. Il est retraité absolument des WK37. Mais pour moi, c'était mon joueur préféré. Il est passé par Agen également. Alors, je sais que t'aimais beaucoup Keller, mais c'est pas lui. Un joueur fidjien. Avec un gros ventre alors qu'il était ailier. Sosoni Buka? C'est Sosoni Boussa. Ou Sosoni Bouka, absolument. On a la bonne réponse. C'est Cooks qui a donné la bonne réponse. Ça, c'était un petit peu plus Putain, hardcore. bien Mais, joué. mais moi, c'était moi. Ah, t'inquiète pas, Cooks, t'en fais pas. C'était un ailier, mais avec un physique de pilier. Numéro 3. À qui est ce nez et cette bouche? On a Cooks qui remporte 50 € de boxe sport. Cyril? Ça, c'est dur, hein, quand même. Ouais, là, très dur. Est-ce qu'on a la bonne réponse Cross. dans le- Non, François Cross. pas en activité. Biel Barré? Non. Biel Barré, non? Non. Il n'est pas passé par Toulouse. Il est passé par Villemc. par des clubs du Sud. Non. Ah. Dans le chat, on n'a pas encore la bonne réponse pour cette bouche. Et il est international? Il a été international Français? français. C'est dur là. Il l'a été. Il a été avec beaucoup de sélections. Rougerie. Il a un poste en commun avec l'un de vous deux. Donc soit troisième ligne, soit talon. Soit centre de temps en temps pour Joe. Bah, le visage, bah, ça a pas l'air abîmé, ça a l'air d'être un visage plutôt agréable à regarder, donc je pense troisième ligne plutôt. Non, talonneur. Oh merde. Dimitri Zarzinski. Non. J'allais dire non. Servat. Non. Capitaine de l'équipe de France. Alors, pour être tout à fait sincère avec vous, c'est Cotorep qui a la bonne réponse dans le chat. C'est Guilhem Guirado. Ah. Guilhem Guirado. Et enfin, la beubare, la petite barbe, elle est pour qui dans le chat? Pour 50 € à gagner. Putain, il va être triste, Cyril. Là, il peut pas dire Biel Barré. Il peut, mais il aura pas bon. La petite barbe. Du mortier, non? Ça, c'est pas évident. Elle donne des indices, là. Oui. Ancienne internationale. Posez-moi des questions. Moi, je veux bien vous donner des indices. Français. Donnez-moi des questions. Français, Ancien oui, monsieur. international français? Passez encore par Toulouse. Euh. Allez, ça y est, on en reste là. Vous voulez des indices? Posez-moi des questions. Est-ce qu'il jouait devant ou derrière? Devant, je fais que des avants. C'est pas- Il a aussi c'est joué dur à pour l'étranger. Sosoni Buka. Bah, il pouvait jouer Sosoni Boussa, à mon avis, à la pile. Il a aussi joué à l'étranger, ce qui est rare. Un international français qui a joué à l'étranger, il n'y en a pas beaucoup. Passé par Toulouse. Alors après, c'est souvent Passé des par Toulousains Toulouse. qui ont joué ailleurs. Ah, je sais. En avant. Numéro Dans le 8. chat, pas Numéro 8. trop. Numéro 8. Putain, Ancien passé par international Toulouse. français, passé par Toulouse et par l'étranger. Il a joué au Northampton Saints. Genre, Oh là, vous êtes nuls. j'entends rien, là. j'ai- Wow, il entend rien. Évidemment, quand on lui pose des questions, il n'y a plus personne. Il entend rien, bien sûr. Ouais, ça va. Bien sûr, Bouli. Louis Picamol. Non, vas-y, ouais.
C'est Louis Picamol. Picamol. Et dans le chat, c'est Anto1988 qui a trouvé la bonne réponse. Écoutez, désolé pour le petit retard, on a mangé un petit peu l'after. Mais merci en tout cas, évidemment, à Joachim Beaumont, joueur du RCHCC, Hier Karkeran, équipe de nationale. Et évidemment, Cyril Blanchard, notamment l'auteur d'un essai qui a renvoyé le petit Hugo Bouissou, que j'aime bien, qui a un bon neuf, je trouve, qui joue à Aurillac. Mais malheureusement, il s'est mangé Cyril à 5 mètres de la ligne. C'était un petit peu trop pour lui. Oui, vous m'envoyez un chuchotement, évidemment, pour les infos, pour votre cadeau. Merci Joe, merci Cyril. On essaiera de faire les réglages avant la prochaine merci à fois, toi. mais c'est ma faute. Et on se donne rendez-vous lundi prochain à 19h. Merci les gars, à la prochaine.